a focalisé notre attention sur le caractère toxique ou nocif des troisièmes mandats. Attention à ne pas critiquer ceux qui font 3 mandats et plus, et en oublier que ceux qui font peut-être moins de 3 mandats sont peut-être parfois aussi critiquables. L'exemple du Sénégal est peut-être un exemple dont il faut regarder avec beaucoup d'attention. Alors, Noureddine Saka Saleh, la situation de Rekia Madougou inquiète beaucoup d'observateurs par rapport à ce qui s'y passe. Elle est accusée de financement du terrorisme et on sait que aujourd'hui, dans beaucoup de législations, ça fait partie des chefs d'accusation les plus graves. Quelle est la situation aujourd'hui, en fait après, elle a été arrêtée bien avant l'élection, mais jusqu'à maintenant, quelle est la lecture qui est la vôtre, puisque vous êtes membre de son parti, les démocrates? Alors, au-delà d'être membre du Parti Les Démocrates, j'ai une proximité familiale avec Rekia Madougou, donc je suis un peu dans une situation de conflit d'intérêts, mais ça n'empêche pas que nous soyons humains, tout au moins. Rekia Madougou a été recalée en tant que candidate, et le paradoxe, c'est que recalée candidate, ça n'a pas empêché la commission électorale et donc le gouvernement d'encaisser les 50 millions de caution qui avaient été demandés pour tous les candidats. Donc, elle a été recalée par manque d'une série de pièces qui ne peuvent être apportées que par les partisans du président de la République, vu que vous savez que l'opposition a été empêchée de participer aux élections législatives et a été d'une manière ou d'une autre exclu des élections communales. Donc, les parrains qui étaient les seuls en mesure de pouvoir porter la candidature de certains se sont tous portés en griffe avec tout ce qu'on a entendu, hein, comme fraude qu'il y a eu dans l'octroi des parrainages en question. Mais Rekia Madougou a quand même eu à faire le dépôt de la caution de 50 millions. Le paradoxe qui fait pouffer de rire aujourd'hui, c'est qu'on l'accuse de financement du terrorisme. Alors, quand on entend financement du terrorisme, on se demande si les autorités judiciaires et politiques du Bénin ont un minimum de culture générale de ce que c'est que le terrorisme. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu des terroristes sur talons aiguilles. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu des terroristes se porter candidat à des élections présidentielles, faire des conférences de presse. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu des pays qui acceptent des cautions de 50 millions déposées par des terroristes. Alors, on l'accuse d'avoir donné 15 millions pour la mobilisation dans le cadre de sa candidature, alors qu'on ne se pose pas de questions sur la bienséance de monter la caution d'une candidature présidentielle à 15 millions. Aujourd'hui, Rekia est dans une prison au Bénin avec les conditions les plus, entre griffes, exécrables. Et ce n'est pas moi qui utilise ce mot, c'est un organisme de défense des droits de l'homme béninois qui l'a dit. Elle n'a pas accès à ce qu'il faut comme minimum de droits au regard des conventions internationales auxquelles le pays a librement souscrit. Et au-delà de tout, elle a beau être taxée de terroriste ou de renégat par le pouvoir politique, elle ne l'est pas. Elle n'est pas terroriste pour ses enfants. Mais Rekia aujourd'hui ne peut pas voir ses enfants. Elle a 2 enfants, l'un de 12 ans et l'autre de 7 ans. Elle ne peut pas avoir accès à ses enfants. Elle a beau être un terroriste aux yeux de la justice béninoise, aux yeux du pouvoir politique béninois, mais de grâce, elle n'est pas terroriste pour ses enfants. Elle ne fera aucun mal à ses enfants, mais elle n'a pas accès à ses enfants. Ce sont des enfants mineurs. Donc la situation aujourd'hui au Bénin, pour ne pas trop s'attarder sur le seul cas de Rekia Madougou, elle n'est pas la seule à être en prison. La plupart des opposants politiques aujourd'hui au Bénin est en prison. Le professeur Aïvo a été arrêté. Aujourd'hui, la mode, ce n'est même plus des convocations. Ce sont des arrestations pour marquer les esprits et instiller une certaine terreur. Est-ce que ce sont les opposants arrêtés qui sont responsables des terreurs ou alors est-ce que c'est le pouvoir qui utilise des méthodes, je dirais, dignes de mercenariat, qui utilise la terreur pour faire taire en fait toutes les voix dissonantes? Aujourd'hui au Bénin, je revendique le statut de terroriste puisque la candidate de mon parti politique à la présidentielle est qualifiée de terroriste. Je suis membre de son parti politique. Je suis son compagnon de parti politique. Je suis même son membre de sa famille. Donc, je revendique haut et fort, par solidarité à mon parti politique dont les membres sont en train d'être arrêtés, je revendique le statut de terroriste. Si c'est ce qu'il faut pour que la donne soit peut-être changée, je revendique le statut de terroriste. Mais je continue à croire et à espérer que nos gouvernants, et notamment notre justice, se mettra tout au moins au pas de la culture générale et à l'empathie de ce que vivent nos pays voisins.
Le terrorisme, c'est ce que nous entendons au Nigeria, des centaines de morts lors d'attaques dans des écoles, que nous entendons au Burkina assez récemment, des journalistes qui sont enlevés, exécutés. C'est ça le terrorisme. Ce n'est pas exprimer une pensée politique différente, divergence de celle du pouvoir qu'est le terrorisme. Si c'est cela le terrorisme, donc c'est que nous nageons en plein dans une société où le simple fait d'être dissonant vous qualifie et vous bannit de la société. Nous sommes en plein apartheid politique. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est un apartheid politique. On a vu aux élections, vous avez parlé d'un taux de participation très bas. Au-delà de cela, ce n'est même pas le taux de participation qui fait pouffer de rire, c'est le fait que malgré la seule présence du pouvoir aux élections, avec ces deux faire-valoir qui ont été présentés comme tels, ils n'avaient pas suffisamment d'électeurs militants pour baser leur système de fraude sur eux. On a bien vu que c'était les éléments de la Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome, qui votaient à la place des électeurs. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas, bien qu'étant seuls devant les urnes, bien qu'étant seuls à aller aux élections, ils n'avaient même pas suffisamment d'électeurs pour remplir le minimum de taux de participation qu'il fallait. Ils peuvent se glousser de toutes sortes de taux, ceux qui ont été tirés, capillotractés par la Sénat ou la Cour constitutionnelle, mais on a vu, il y a des faits qui sont irréfragables, il y a des faits qui sont non changeables. On a vu que c'est la Sénat, c'est les éléments de la Sénat, c'est les agents des bureaux de vote qui sont payés par les deniers publics qui votaient à la place, de manière multiple, à la place des électeurs, même de ces partis politiques-là, soutenant le chef de l'État, qui ne se sont pas déplacés. C'était un désastre, c'était une honte nationale, c'était un précédent qui, je le souhaite à aucun pays africain, je ne le souhaite à aucun pays du monde, que le parti au pouvoir et ses affiliés n'aient même pas suffisamment d'électeurs qui soient sortis, malgré la campagne qui a été très axée sur une seule partie, qui n'est même pas